Bonjour à tous et bienvenue à tous les élèves du terminal à travers le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important qui est la radioactivité, qui est un sujet étudié par tous les élèves du terminal option scientifique, toute option confondue, pratiquement dans tous les pays, que ce soit l'option physique, option sciences maths, série S, les appellations changent suivant les pays. Donc ce cours, je vais le partager en deux parties. Donc dans la première partie, je vais parler essentiellement d'abord de définir un peu qu'est-ce que c'est que la radioactivité, quelles sont les différentes unités utilisées, que ce soit en énergie ou bien en masse, parler des différents types de désintégration qui existent, leur interprétation. On va parler aussi en détail de la loi de décroissance radioactive, c'est-à-dire quelle est la loi vérifiée par le nombre de noyaux d'un noyau radioactif au cours du temps, comment il évolue, définir ce que c'est que l'activité d'un échantillon radioactif, et parler aussi de l'énergie de liaison et son intérêt dans la radioactivité. Bien. Et dans la deuxième partie, on va parler des applications de la radioactivité, en particulier les différentes techniques de datation et la fusion et la fission nucléaire comme un moyen de production d'énergie électrique. Bien, avant de parler, on va donner un petit aperçu historique sur la découverte de la radioactivité. On est pratiquement autour de 1900, donc c'est une période qui a connu énormément de découvertes. Donc les rayons X ont été découverts il n'y a pas longtemps et les gens s'intéressent beaucoup au rayonnement de la matière. En particulier, M. Becquerel étudie à cette époque-là les sels d'uranium. Donc ces sels, une fois qu'ils sont exposés à la lumière du soleil, réémettent de la lumière visible. Coup de hasard, en mars, il faisait un temps qui n'était pas tout à fait beau et il a rangé ces sels d'uranium dans un tiroir près, deuxième hasard, près de certaines plaques photographiques qui étaient vierges. Il les a rangés dans un tiroir. Une fois le beau temps est revenu et étant un physicien, le flair du physicien, qu'est-ce qu'il a fait? Troisième coup de chance, il a dit, bon, je vais essayer de développer ces plaques photographiques. Normalement, puisqu'ils étaient à l'abri de la lumière, ils ne devraient pas avoir aucun signe de lumière. À sa surprise, lorsqu'il a développé ces plaques, bon, ça c'est le système qu'on utilise pour développer les photos avant l'ère du numérique. Donc à sa surprise, il a montré, ou bien il a remarqué que ces plaques étaient impressionnés. Ça veut dire qu'ils étaient attaqués par de la lumière. Or, ils étaient dans un tiroir loin de toute lumière. Et bien sûr, puisqu'ils étaient protégés, et malgré ça, ils ont été impressionnés, il a annoncé tout de suite sa découverte. Le sel d'uranium émet spontanément de la lumière. Donc il a découvert, et il a annoncé bien sûr à l'Académie des sciences, que les sels d'uranium n'ont pas besoin d'être excités, n'ont pas besoin d'une énergie pour émettre de la lumière, elles émettent de la lumière de façon spontanée. Plus tard, Marie Curie, qui était en thèse, a travaillé beaucoup sur ce sujet-là aussi. Il a découvert que ce phénomène-là, ou bien cette propriété, n'est pas propre au sel d'uranium. Il a découvert beaucoup d'autres matériaux qui possèdent la même propriété, en particulier le polonium. Bon, il l'a appelé polonium en hommage au pays de son mari, qui était la Pologne. Marie Curie, c'est elle qui a découvert le terme de la radioactivité. Donc voilà un petit aperçu historique. Vous avez vu que le hasard joue beaucoup dans plusieurs découvertes scientifiques. Donc comme définition, on va dire qu'un noyau radioactif est un noyau instable, ça veut dire qu'il se transforme, il se désintègre, on va parler de désintégration d'une façon spontanée, c'est-à-dire on n'a pas besoin de l'exciter, on n'a pas besoin de lui donner de l'énergie,
Et comment se fait cette désintégration? Il se fait par sa transformation en un autre noyau plus un rayonnement qu'on va étudier dans la suite. Donc voilà un noyau, ce qu'on appelle le noyau père. Si le noyau père est radioactif, ça veut dire qu'il va se transformer spontanément en un noyau fils plus stable que lui, en émettant un certain type de particules qu'on va voir dans la suite. Voilà ce qu'on appelle la radioactivité. Bien sûr, on va voir les propriétés de cette radioactivité dans la suite. Ça veut dire qu'elle ne dépend ni de la température ni de la pression, donc c'est une transformation complètement spontanée, indépendante des conditions extérieures. Bien, dans ce chapitre, on va parler uniquement du noyau. Bien sûr, le noyau n'existe pas seul. Le noyau appartient toujours à un atome, d'accord? Mais dans la suite, on va s'intéresser essentiellement à ce qui se passe au sein du noyau. Donc vous savez que l'atome, c'est un noyau entouré par des électrons qui gravitent autour. De quoi est formé un noyau? Un noyau est formé par deux types de particules, ce qu'on appelle le proton et les neutrons. Le nombre total de protons est caractérisé par ce qu'on appelle le numéro atomique. Et chaque atome possède un numéro atomique différent. Le carbone, par exemple, son numéro atomique, c'est Z. Donc c'est un numéro qui caractérise la nature de l'atome. Ensuite, le noyau est caractérisé aussi par un deuxième chiffre qu'on appelle A. C'est le nombre total de nucléons ou le nombre de masses. C'est quoi un nucléon? C'est un proton ou un neutron. Donc le nombre total de protons et de neutrons, c'est ce qu'on appelle le nombre de masse. Vous allez voir, en général, c'est presque égal à la masse molaire. Et Z, c'est le nombre de protons qui est en même temps le nombre de neutrons. Parce que quand on parle d'un noyau, on se réfère toujours à un atome neutre. Donc le nombre de protons est toujours égal au nombre d'électrons. Et c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Et voilà comment on note un noyau X, numéro atomique en bas, exposant A. Donc Z, c'est le nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons. A, c'est le nombre de nucléons. D'accord? Puisqu'on connaît le nombre de protons, on connaît la somme des protons plus les neutrons. Donc le nombre de neutrons, c'est tout simplement la différence entre le nombre de masses et le nombre de protons. Un petit exemple, le carbone 6,13 par exemple. Ce carbone-là, il possède 6 protons, Z égale à 6. Nombre total de nucléons, c'est 13. Donc le nombre de neutrons, c'est 13 moins 6, c'est 7 neutrons. Donc, voilà ce qu'on appelle la notation d'un noyau et de quoi il est formé un noyau. Bien, maintenant je vais introduire quelques définitions qu'on utilise souvent. Donc voilà par exemple un noyau. Bon, vous savez que un noyau du carbone, donc vous voyez un noyau, il est formé par quoi? Il est formé par 6 protons et 6 neutrons. Donc si je prends par exemple le carbone 6,12 cette fois-ci, vous voyez bien pour le carbone ce chiffre il change. Et on va voir comment on appelle ces noyaux-là. Donc le carbone peut exister sous forme 6,13, 6,12 ou 6,14. Donc celui-là, il possède 6 protons, 6 neutrons et 12 nucléons. Maintenant, les éléments qui possèdent le même nombre de masses, mais qui possèdent des Z différents, ça veut dire des éléments différents qui possèdent le même nombre de masses, c'est ce qu'on appelle des isobares. On prend par exemple le phosphore et le soufre. Bien sûr, c'est deux éléments différents, donc automatiquement Z est différent, mais vous voyez le nombre total de nucléons, il est le même. Si maintenant ils possèdent le même nombre de neutrons, et A et Z sont différents, toujours des éléments différents, nombre de masses différents, mais la différence entre le nombre de masses et le nombre de protons, il est le même. C'est ce qu'on appelle des isotones. 39 moins 19, ça fait 20, 40 moins 20, ça fait 20. Et voilà, les plus utilisés en nucléaire, c'est ce qu'on appelle les isotopes. C'est le carbone 12, carbone 13, carbone 14 sont des isotopes. Ça veut dire qu'ils possèdent le même Z. Autrement dit, on parle du même type de noyau. Toujours soit le carbone, soit l'hydrogène, soit l'azote. Donc isotope, c'est le même type de noyau. Qu'est-ce qui change? C'est le nombre de masses. Ici, par exemple, l'hydrogène 1,1, c'est un proton et 0 neutron. 1 moins 1, c'est 0. Donc c'est un proton. H1,2, un proton et un neutron. 1, 2 moins 1, c'est 1. H1,3, ce qu'on appelle le tritium, c'est un proton et 3 neutrons.
Voilà ce qu'on appelle les isobars, isotones, isotopes. Maintenant, on va passer aux unités utilisées en physique nucléaire. On va souvent travailler avec des noyaux. Ce sont des dimensions extrêmement faibles et des masses aussi extrêmement petites. Donc, on ne peut pas utiliser les unités internationales, le mètre et le kilogramme, parce que on va être obligé à travailler avec des puissances 10-30, 10-27. Donc, on va définir d'autres unités adaptées à ces dimensions-là. Bon, pour les dimensions, il faut savoir que la matière est faite pratiquement par du vide. Si vous prenez un atome, la dimension d'un noyau, c'est 10-15 mètres. L'atome, elle est de 10-10. D'accord? Donc vous voyez que la matière, elle est concentrée dans un noyau. Le reste, c'est pratiquement du vide et des électrons qui tournent autour du noyau à des distances énormes par rapport au noyau. Bon, pour les propriétés de ces particules, voilà la charge. Bien sûr, d'un électron, c'est moins 1,6 10-19 coulombs. Un proton, c'est la même, mais positif. Neutron, il n'est pas chargé. Les masses, bon, toujours ça, on ne vous demande pas de l'apprendre par cœur, on vous les donne, mais c'est de l'ordre de moins 30, 10-30 pour l'électron, et 1000 fois plus grand. Le proton et le neutron sont un peu plus lourds d'un facteur 1000. Maintenant, on ne va pas travailler avec ces dimensions, elles sont énormes. On va définir ce qu'on appelle les unités de masse atomique. Et toutes les masses vont être soit en kilogrammes dans certains cas, mais la plupart des cas, ça va être en unité de masse atomique, ce qu'on note U. Donc on va définir qu'est-ce que c'est qu'une unité de masse atomique. Eh bien, les physiciens ont sont mis d'accord que une unité de masse atomique, c'est tout simplement 1/12e la masse d'un noyau du carbone. Vous prenez le noyau du carbone, sa masse en kilogrammes, vous divisez par 12, qui est en fait la masse molaire du carbone, et le résultat obtenu, on va l'opposer comme étant une unité de masse atomique. Comment calculer ça maintenant en kilogrammes? Il faut définir qu'est-ce que c'est que la masse d'un seul noyau du carbone en kilogrammes. Il suffit de faire simple règle de 3. Une mole de carbone, sa masse c'est 12 grammes. Combien de noyaux dans une mole? C'est le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. Donc un seul noyau va avoir une masse petit m. Règle de 3, petit m est égal à grand M divisé par le nombre d'Avogadro. Donc j'ai remplacé ici petit m par grand M divisé par le nombre d'Avogadro. Or grand M c'est 12, donc 12 sur 12 va se simplifier. Et par conséquent, une unité de masse atomique, c'est 1 sur le nombre d'Avogadro. Et ça vous donne 1,66 10-27 kg. Donc voilà ce qu'on appelle une unité de masse atomique. Donc c'est 1/12e de la masse d'un noyau du carbone. Maintenant, avec cette définition, la masse d'un électron va devenir tout simplement 0,005. Vous voyez, il n'y a plus de ces exposants 10-27, 10-30. La masse d'un proton et la masse d'un neutron, c'est pratiquement égal à 1. Mais les chiffres après les virgules sont très importants dans ce cas-là. Bien. Donc voilà ce qu'on appelle l'unité de masse atomique. Maintenant pour les énergies. L'unité internationale, c'est le joule. Et maintenant, on va définir une autre unité de l'énergie. C'est ce qu'on appelle l'électron-volt. Je vais définir d'abord qu'est-ce que c'est que l'électron-volt. Si vous prenez un électron, vous le placez entre deux plaques où il existe une différence potentielle de 1 volt, donc il y a un champ électrique, l'électron va être accéléré. Donc au départ, vous les mettez ici avec une vitesse nulle, il va arriver à l'autre plaque avec une énergie cinétique qui est Q fois U. Donc sa charge fois la différence de potentiel. Sa charge c'est 1,6 10-19 multiplié par 1 volt et l'unité de l'énergie c'est le joule. Donc si vous prenez un électron, vous l'accélérez sous une différence de potentiel de 1 volt, vous obtenez une énergie de 1,6 10-19 joules. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'électron-volt. Vous voyez d'où vient le mot électron-volt, c'est un électron accéléré à une tension de 1 volt. C'est très facile de se rappeler. Donc un électron-volt, c'est 1,6 10-19 joules. Donc vous voyez, au lieu d'emballer 10-19, 10- joules, on va travailler avec une énergie en électron-volt. D'accord? Donc en physique nucléaire, toutes les énergies vont être données
soit en électronvolts, soit des unités de l'électronvolt qui sont kilo-électronvolts, c'est 10 puissance 3, méga-électronvolts, 10 puissance 6, giga-électronvolts, c'est 10 puissance 9 électronvolts. Bien, avec cette définition, on va maintenant essayer de déterminer ce qu'on appelle l'énergie de masse qui correspond à une unité de masse atomique. Si vous avez une masse égale à une unité de masse atomique, quelle est son énergie de masse? Monsieur Einstein nous dit qu'il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. Donc si M est égal à une unité de masse atomique, à quoi est égale cette énergie-là? En électronvolts. Bon, bien sûr, en joules, il suffit de prendre 1,66 10-27 multiplié par 3 10 puissance 8 au carré. Le résultat, c'est l'énergie en joules. Donc voilà l'énergie en joules. C'est 14,92 10-11 joules. Maintenant, on veut l'exprimer en électronvolts. Eh bien, l'énergie en électronvolts, il suffit de remplacer le joule par 1. 1 joule est égal à quoi? Est égal à 1 divisé par 1,6 10-19 électronvolts. Faites un petit calcul. Ça va vous donner 932 10 puissance 8 à peu près, soit 932 méga-électronvolts. Donc l'énergie qui correspond à une unité de masse atomique, c'est 932 méga-électronvolts. Autrement dit, une unité de masse atomique multipliée par c carré, c'est 932 méga-électronvolts. Donc je peux déterminer ce que c'est qu'une unité de masse atomique, c'est 932 fois méga-électronvolts divisé par c carré. Donc c'est d'où vient le terme 932 ou bien 931,5 que vous allez trouver dans tous les exercices du nucléaire. Donc si on vous donne la masse qui est exprimée en unité de masse atomique, donc l'énergie de masse, ça sera quoi? Ça sera la masse multipliée par 932. Comme M est en unité de masse atomique, vous remplacez M, une unité de masse atomique, par 932 mégaélectronvolts divisé par c carré, multiplié par c carré, et ça vous donne la masse multiplié par 932, et le résultat, ça sera en mégaélectronvolts. Donc c'est clair. Donc chaque fois, donc vous avez deux manières de calculer l'énergie. Soit vous prenez la masse en kg, la vitesse de la lumière, c'est à peu près 3 10 puissance 8, et le résultat, c'est en joules. Soit on vous donne la masse, il est exprimé en unité de masse atomique, par exemple 4 unités de masse atomique. Je me remplace ici par 4 fois U. Et U fois C carré, bien sûr. U fois C carré, on le remplace directement par 932. Donc, si on me donne M, 4 unités de masse atomique, son énergie de masse, ce sera 4 fois 932 mégaélectronvolts. Bien sûr, si on prend la valeur exacte de la lumière, de la vitesse de la lumière, des fois, on vous donne au lieu de 932, 931,5. Bien. Maintenant, on va parler de quelques propriétés de la radioactivité. Bon, souvent, c'est posé dans les concours. Donc, la radioactivité, c'est aléatoire. Ça veut dire qu'on ne peut pas prédire la date exacte où un noyau va se désintégrer. Donc, il suit une loi complètement probabiliste. La transformation, la réaction de désintégration, elle est spontanée. Il n'a besoin d'aucune excitation, aucune énergie externe. Il se fait de façon spontanée, sans intervention du milieu extérieur, et ne dépend pas des facteurs climatiques, tels que la pression, la température. D'où l'intérêt de l'utiliser dans le système de datation qu'on va voir dans la deuxième partie. Bien, quelle est cette loi aléatoire suivie par un noyau, une désintégration? Pardon, on va parler cette fois-ci plutôt des lois de conservation. Donc, elle est spontanée, elle est aléatoire, mais quand même, il y a des règles à vérifier. Il y en a deux règles, ou bien deux règles de conservation, c'est ce qu'on appelle les lois de Soddy. La première, c'est dans chaque transformation radioactive, le nombre de charges va être conservé. C'est-à-dire Z avant la réaction doit être égal à Z après la réaction. Vous avez aussi le nombre de nucléons qui doit être conservé. Le nombre de nucléons des produits doit être égal au nombre de nucléons des réactifs. Et l'énergie, est-ce qu'il va être conservé? On va voir que chaque réaction nucléaire, on va poser la question de calculer le défaut de masse. Donc il y a une perte de masse, et comme la masse est équivalente à énergie, donc il n'y a pas conservation de l'énergie dans la réaction de désintégration. Exemple, prenez le cobalt qui va donner le nickel plus une particule.
On va voir la nature de cette particule dans la suite. Vous voyez bien que Z, il est conservé. Z avant réaction, c'est 27. Après réaction, c'est 28 moins 1. Donc, c'est bien 27. A avant réaction, c'est 60. Après réaction, c'est 60 plus 0. Donc, c'est bien conservé. Bien. Maintenant, je vais définir les... Bon, je vais revenir sur ce diagramme. Les trois types de désintégration. Donc, vous avez trois types de désintégration. Il y a ce qu'on appelle la désintégration alpha, émission d'une particule alpha qui n'est autre qu'un noyau d'hélium. Donc, un noyau X qui est radioactif va perdre, ce qu'on appelle le noyau père, va donner un noyau fils plus une particule alpha. Quelles sont les conditions doit satisfaire ce fils-là? Il doit avoir Z, son numéro atomique c'est Z-2. Pourquoi? Parce que le père a un numéro atomique Z et la somme des numéros atomiques des résultats doit être égale à Z. La particule alpha pose Z égale à 2, donc il faut avoir ici Z-2. Moins 2 plus 2 c'est Z. Et son numéro atomique doit être A-4, de façon que A soit égal à A-4 plus 4, donc c'est A. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la particule alpha. Bon, il est dans un diagramme où vous représentez ici le nombre de masses et ici le numéro atomique. Par exemple, ce noyau-là, de l'uranium, il possède un numéro de masse 92 et un numéro atomique 32, 34, 36, 38. Donc là, vous avez 238. Il va donner un noyau qui est le thorium plus l'hélium. Et vous voyez bien que son nombre de masse, son numéro de masse a diminué de 2, 1 et 2. Son numéro atomique, pardon, a diminué de 2. Son nombre de masse a diminué de 4. Vous avez ici 2 et 2, 4. Donc voilà le point. Donc l'uranium dans le thorium. Maintenant, si vous prenez un autre noyau X, par exemple le thorium 234, il va donner le palladium 234 plus une particule qu'on appelle désintégration bêta-. Donc c'est quoi la désintégration bêta-? C'est la transformation d'un noyau père en un noyau fils plus un électron. Donc ça c'est tout simplement une particule chargée négativement qui est l'électron. On va l'interpréter dans la suite. C'est ce cas-là. Donc le thorium, donc vous voyez bien que le nombre de masse il est conservé, A égale à A plus 0, donc on travaille sur une ligne horizontale. Par contre, Z a augmenté de 1. Donc voilà Z du père, voilà Z du fils, il a augmenté de 1. Donc si vous partez dans ce sens-là, dans ce diagramme, c'est une désintégration bêta-. Si vous descendez suivant une diagonale, c'est une désintégration alpha. Donc A diminue de 4, Z diminue de 2. Il existe un troisième type de désintégration, c'est ce qu'on appelle désintégration bêta+, c'est ce qu'on appelle un positron. C'est en fait un électron qui est chargé positivement. Et dans ce cas-là, A est conservé et Z diminue de 1. Donc c'est pas représenté sur le diagramme, c'est le cas ici. Prenez un noyau ici, il va donner un noyau fils de même nombre de masses, mais Z a diminué de 1. Maintenant, on va interpréter ces désintégrations d'une façon un peu plus approfondie. Si on parle de la radioactivité bêta-, ça veut dire quoi? Ça veut dire le noyau père va donner un noyau fils plus un électron. Comment se fait cette désintégration? Donc vous voyez bien que le nombre de masse il est conservé. Donc le nombre total de nucléons doit rester le même. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est un type de nucléon qui va se transformer en un autre. Et dans ce cas-là, en particulier, c'est le neutron qui va se transformer en un proton. Et pour qu'il y ait conservation de charge, il faut qu'il y ait émission d'un électron. Vous voyez ici, par exemple, ce proton-là, voilà, hop, il va se transformer en neutron. Donc le nombre de masse n'a pas changé. Mais pour conserver la charge, puisque le neutron ici, celui-là n'est pas chargé, celui-là, il est chargé positivement. Donc la charge de ce noyau a augmenté de plus 1. Donc, pour avoir la conservation de charge, il faut qu'il y ait émission d'une charge négative qui est l'électron. Vous voyez un peu? Donc voilà, la transformation bêta+, son interprétation, c'est un neutron du noyau père qui se transforme en un proton, et pour qu'il y ait conservation de charge, il y a émission d'un électron. Donc le noyau émet un électron et se transforme en un noyau plus stable que le noyau père. Bon, bêta+, c'est l'inverse. Donc là, si vous avez compris bêta-, je vais aller tout de suite. Bêta+, c'est l'inverse. C'est un proton, cette fois-ci c'est une charge positive du noyau père,
qui va se transformer en un neutron de charge négative 0. Hop, voilà. Ce proton-là, il va donner ici une charge nulle. Donc la charge a diminué. Donc pour qu'il y ait le nombre de masses, il est le même, parce que c'est juste un proton, il est remplacé par un neutron. La charge a diminué. Si vous avez une charge plus, c'est transformé en charge 0. Donc il faut qu'il y ait émission d'un électron chargé positivement. C'est ce qu'on appelle un positron ou bien bêta plus. D'accord? C'est ça ce qu'on appelle désintégration bêta plus. Voilà. Donc voilà les trois. Et bien sûr, la particule alpha, c'est l'inverse. C'est deux protons qui vont se réunir avec deux neutrons qui vont former une particule, un noyau d'hélium qui va être éjecté par le noyau pour se transformer en un noyau plus stable. Bien, donc là, on a parlé juste d'une seule désintégration, soit de type alpha, bêta plus, bêta moins. Il faut savoir qu'il existe certains, ce qu'on appelle des familles radioactives. Il y en a 4 dans la nature. On les utilise souvent dans la datation. La plus connue, bon, une de ces 4, mais le principe est le même, c'est l'uranium 238-92. Qu'est-ce qu'on appelle une famille radioactive? Ça veut dire tout simplement un père qui va donner un fils, lui aussi radioactif, qui va donner un autre fils, lui aussi radioactif, lui aussi radioactif. Et chacun va donner un fils radioactif, jusqu'à arriver à un fils qui n'est plus radioactif et la famille va s'arrêter. C'est comme un père qui donne un enfant, celui-là donne un enfant jusqu'à arriver à un enfant qui ne peut plus donner de bébé et là la famille va s'arrêter. Donc vous voyez, et par exemple l'uranium, avant d'arriver au plomb, il va émettre un certain nombre de bêta moins et un certain nombre de bêta plus, de particules alpha qu'on va noter X, Y. Et pour déterminer X, Y, il suffit d'utiliser la loi de Soddy. D'accord? Vous avez la loi de conservation de Z, 92 égale 82 X fois moins 1, donc moins X plus 2 fois Y. Et conservation du nombre de masse, 238 égale à quoi? À 206 plus X fois 0 c'est 0 plus 4 fois Y. Ici, ça va nous permettre de trouver Y égale à 8. Donc, il y a émission le long de cette famille-là de 8 particules alpha et X égale à 6, 6 particules bêta. On va les compter. Voilà une alpha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez bien, 8. Et bêta, voilà un bêta, 2, bêta moins, 3, 4, 5, 6. On a bien 6 bêta moins et 8 particules alpha. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une famille radioactive. Maintenant, je vais définir ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Et dans tous les exercices pratiquement du nucléaire, on vous demande de calculer l'énergie de liaison d'un noyau. Et on va voir l'intérêt de cette énergie. Eh bien, on va définir d'abord qu'est-ce que c'est que l'énergie de liaison d'un noyau. On a remarqué que si on mesure le poids, ou bien si on prend un noyau, vous le pesez, vous allez trouver une masse M. Si vous pesez la masse de chaque nucléon, vous faites la somme de la masse de nucléons qui forment ce noyau, vous allez trouver une autre masse qui est différente. Donc il n'y a pas conservation de masse. Et ce défaut de masse-là, c'est équivalent à une certaine énergie, et c'est cette énergie-là qu'on appelle l'énergie de liaison. C'est celle qui est utilisée pour assurer la cohésion de ces particules lorsqu'ils sont liés pour former un noyau où les particules sont liées entre elles. Donc l'énergie de liaison, qu'on note EL, c'est l'énergie qu'il faut fournir pour dissocier ce noyau-là en plusieurs nucléons séparés. Et donc voilà, si je pèse, bon, c'est un schéma tout simplement, si on pèse le noyau et les nucléons séparés, la masse du nucléon elle est supérieure à la masse du noyau. Et la différence de masse, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse de cette réaction-là. Un noyau, on va le séparer en Z protons et A moins Z neutrons. Si je calcule la masse des Z protons plus A moins Z neutrons, leur masse, je trouve une masse qui est supérieure à la masse du noyau. Et la différence, c'est ce qu'on appelle le défaut de masse. Donc c'est en fait le défaut de masse de cette réaction-là. Et l'énergie de liaison, c'est tout simplement ce défaut de masse fois C carré. Donc l'énergie de liaison d'un noyau, chaque fois qu'on vous pose la question, l'énergie de liaison d'un noyau, tout de suite écrire cette réaction. Le noyau est formé de combien de protons et combien de neutrons. Déterminer le défaut de masse de cette réaction, qui est tout simplement Z fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron moins la masse du noyau. Ensuite,
l'énergie de liaison, c'est le défaut de masse fois c carré. Bien sûr, vous avez deux façons. Si delta de m est en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde, l'énergie de liaison, ça sera en joules. Si par contre, l'énergie défaut de masse en unité de masse atomique, c'est le cas de la majorité des cas, dans ce cas, l'énergie de liaison, directement, c'est le défaut de masse en unité de masse atomique, multiplié par 931,5 mégaélectronvolts. C'est quoi l'intérêt? L'énergie de liaison, on définit un autre paramètre, c'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison par nucléon. Bon, sa définition, c'est simple, c'est l'énergie de liaison divisée par le nombre total de nucléons. Pourquoi on introduit ce paramètre? Quel est son intérêt? Eh bien, son intérêt, c'est tout simplement de comparer la stabilité de deux noyaux. Donc, un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est plus grande, et non pas son énergie de liaison est plus grande. Voilà un exemple. Prenez deux noyaux XY. L'énergie de liaison de noyau X qui contient 100 nucléons, c'est 700 mégaélectronvolts. Un autre noyau Y, son énergie de liaison, c'est 702 mégaélectronvolts. Il contient 110 nucléons. Lequel est le plus stable? On ne peut pas répondre comme ça. Il faut calculer l'énergie de liaison par nucléon de chaque noyau. Pour le premier, c'est 7 mégaélectronvolts par nucléon. Pour le deuxième, c'est 6,38. Et donc, on va déduire que le noyau le plus stable, c'est le noyau X, parce qu'il possède l'énergie de liaison par nucléon la plus grande. Donc, voilà la définition, donc l'interprétation de l'énergie de liaison. Si je calcule l'énergie des nucléons séparément, on le représente sur un diagramme ici, l'énergie va se trouver sur une certaine position ici. L'énergie du noyau sur une autre position. Si on va dans ce diagramme par exemple, pour calculer l'énergie de liaison, il suffit de faire la différence entre ces deux énergies. Donc l'énergie de liaison, c'est E1 moins E2. Maintenant, je passe à cette courbe, là aussi, que vous avez dans le cours. C'est ce qu'on appelle la courbe d'Aston. Il représente tout simplement l'énergie de liaison par nucléon, avec un axe négatif vers le bas, pour tous les noyaux existants. Et ça permet juste de vous montrer quels sont les noyaux stables, quels sont les noyaux moins stables. Donc les noyaux les plus stables se trouvent au milieu, c'est-à-dire qui ont un Z entre, disons, 40 et 100, parce que c'est eux qui possèdent l'énergie de liaison par nucléon la plus grande. Le minimum, c'est autour du fer, cobalt, nickel, les métaux de transition. Les noyaux légers sont moins stables. Les noyaux lourds, plus le noyau est lourd, plus il est moins stable. Donc on va voir que les noyaux les plus lourds vont intérêt à se fissionner pour donner des noyaux moins lourds et donc plus stables. Les noyaux légers vont avoir une réaction de fusion, se réunir entre eux pour donner un noyau plus lourd et plus stable. Maintenant je vais passer à une autre propriété extrêmement importante là aussi pour tous les exercices de radioactivité, c'est ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. C'est-à-dire, vous avez un matériau radioactif, comment évolue le nombre de noyaux en fonction du temps. On a dit on ne peut pas prévoir la date où la radioactivité démarre, mais s'il démarre, voilà l'évolution du nombre de noyaux en fonction du temps. Donc théoriquement, le nombre total de nucléons n'est nul que si t tend vers l'infini. Et on va voir que ça dépend des longueurs d'onde, des constantes radioactives. Ce terme, on va le définir. Donc lambda, c'est ce qu'on appelle la constante radioactive. Vous voyez bien que lambda t n'a pas d'unité, donc l'unité de lambda, c'est seconde moins 1. Donc c'est en fait le nombre de désintégrations par seconde. Donc lambda, c'est une propriété de chaque noyau radioactif. Donc si je représente cette courbe-là en fonction du temps, vous allez voir l'étude de l'exponentielle dans la suite du maths. Si t égale à 0, exponentielle 0, c'est 1, donc n égale à n0, à t égale à 0. Et si t tend vers l'infini, exponentiellement à l'infini, vous allez voir en maths, c'est 0. Donc, c'est une loi qui décroît exponentiellement. Il faut bien noter, qu'est-ce que ça signifie n de t? N de t, c'est le nombre de noyaux qui restent à l'instant t. D'accord? Vous allez souvent vous donner soit la représentation n en fonction du temps, soit le log de n en fonction du temps. Et si je calcule le log de n, vous allez voir que log de a fois b, c'est log de a plus log de b. Et log de l'exponentielle x, c'est x. Donc, vous allez avoir log de n0 moins lambda t. Donc, ça, c'est y. Est égal à quoi?
est égal à une constante, je l'appelle ici A, ou bien B moins A fois X. Donc vous voyez, ça c'est quoi? C'est l'équation d'une droite de pente négative. Et la pente, c'est moins lambda. Donc si on va dans le log de n en fonction du temps, c'est toujours une droite de pente négative. Et qu'est-ce qu'on peut déduire à partir de cette droite? Je peux déduire n0. Si t égale à 0, log de n0, c'est ce point-là. On peut le lire sur la courbe. Et la pente de cette droite, c'est moins lambda. Donc je peux déterminer lambda à partir de la pente. Bien. Maintenant, on a parlé de nombre de noyaux qui restent à l'instant t. Maintenant, c'est quoi le nombre de noyaux qui se sont désintégrés, qui se sont transformés? Ou bien, si vous voulez, le nombre de noyaux du fils. C'est tout simplement le nombre de noyaux désintégrés, c'est ce que j'ai au départ, moins ce qui reste. C'est très simple. Hein? Le nombre de noyaux que j'ai au départ, moins le nombre de noyaux qui restent à l'instant t, c'est le nombre de noyaux qui se sont désintégrés. Et donc, ça vous donne n0, facteur de 1 moins exponentielle, moins lambda t. Donc, voilà le nombre de noyaux qui restent à l'instant t. D'accord? Et le nombre désintégré, bien sûr, à t égale à 0, j'ai que les noyaux pairs. Et à partir, au fur et à mesure que le temps augmente, le nombre de noyaux pairs va diminuer, le nombre de noyaux fils va augmenter. Et si t tend vers l'infini, ce terme tend vers 0, et le nombre de noyaux désintégrés, c'est ce que j'ai noté, désintégré, va être égal à n0. D'accord? Et taux, c'est ce qu'on appelle la constante du temps. Donc c'est l'inverse de lambda. D'accord? Lambda ou bien exponentielle. Vous allez voir en électricité, on va utiliser moins t sur taux. Ou bien en chimie aussi, vous utilisez plutôt moins t sur taux. Taux, c'est la constante du temps. D'accord? On va la déterminer par exemple par la pente à l'origine. L'intersection avec l'axe des x, c'est taux. Bien. Donc, voilà, taux c'est 1 sur lambda, taux il est en seconde. Une autre propriété aussi extrêmement importante pour chaque noyau, ça vous donne une idée sur sa vitesse de désintégration, c'est ce qu'on appelle sa période, ou bien demi-vie. Par définition, c'est quoi? C'est le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux qui étaient présents à t égale à 0 se sont désintégrés. D'accord? Donc si j'ai n0, le temps au bout desquels le nombre de noyaux qui restent à l'instant t, c'est n0 sur 2, c'est t1 demi. C'est ce qu'on appelle t1 demi. C'est la même définition qu'en chimie, en cinétique chimique. Donc pour chercher la relation entre t1 demi et lambda, on va utiliser juste la définition. Vous avez n de t, c'est n0 exponentielle moins lambda t. Si t est égal à t1 demi, n de t égale à combien? À n0 sur 2. Et là, je remplace t par t1 demi. En simplifiant par n0, vous avez exponentielle moins lambda t 1 demi est égal à 1 demi. Donc, bon, j'ai passé rapidement. Log de 1 demi, c'est moins log de 2. Et log de exponentielle moins lambda t 1 demi, c'est moins lambda t 1 demi. En simplifiant par moins, vous arrivez à cette formule que vous allez utiliser tout le temps. Log de 2, c'est lambda t 1 demi. Toujours se rappeler que le temps, c'est en secondes. Lambda, c'est en seconde moins 1. Donc, il faut avoir que leur produit est égal à une constante. Donc lambda fois t1 demi, c'est log de 2. Maintenant, une propriété aussi extrêmement importante dans les exercices. On a cherché le nombre de noyaux qui restent lorsque t est égal à t1 demi. Maintenant, d'une façon générale, lorsque t est un multiple de t1 demi, n fois t1 demi, il suffit de faire le calcul, c'est n0 exponentielle moins lambda n fois t1 demi. Lambda fois t1 demi, c'est log de 2. Donc je remplace lambda t1 demi par log de 2. N log de 2, vous allez voir les propriétés de logarithme, c'est log de 2 puissance n. Et exponentielle moins a, c'est 1 sur exponentielle a. Donc ça sera 1 sur exponentielle log de 2 puissance n. Et l'exponentielle de log de x, c'est x. Donc voilà, l'exponentielle, c'est la fonction inverse du logarithme. Et donc vous allez trouver une propriété extrêmement importante, c'est voilà la propriété, elle apparaît mieux ici, c'est n à la n fois t1 demi, c'est n0 fois 2 à la puissance n. Par exemple, 2 fois t1 demi, donc 2 fois t1 demi, vous voyez bien que c'est n0 sur 4. 3 fois t1 demi, c'est n0 sur 8, et ainsi de suite. Maintenant, je vais définir aussi une autre propriété importante, c'est ce qu'on appelle l'activité. Et là, c'est plus important parce que c'est une grandeur qu'on peut mesurer facilement par des détecteurs. Donc, l'activité d'un échantillon radioactif, c'est tout simplement nos renseignes sur sa vitesse de désintégration.
C'est une mesure de la vitesse avec laquelle le noyau se désintègre. Donc la vitesse, c'est d de x sur d de x, donc c'est delta, la dérivée de n par rapport au temps. Et en valeur absolue, parce que la vitesse va être positive. Donc si vous dérivez n qui est égal à n0 exponentielle moins lambda t, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver n moins lambda n0 exponentielle moins lambda t. Bon, voilà. d de n sur d de t, donc vous dérivez ce terme. La dérivée de exponentielle alpha x, c'est alpha exponentielle alpha x. Donc ce sera moins lambda n0 exponentielle moins lambda t. Ce terme, cette quantité, c'est tout simplement n de t. Et donc vous allez voir, en valeur absolue, le signe moins va disparaître. Donc l'activité, ça sera lambda fois n de t. Et en remplaçant n de t, ce terme lambda n0 par a0, je trouve a de t, c'est a0 exponentielle moins lambda t. Donc même propriété que n de t. D'accord? Sauf que ici vous avez la relation a de t, c'est lambda n, et a0, c'est lambda n0. Très très important cette relation, parce qu'il nous permet de faire quoi? Connaissant l'activité, je peux déterminer le nombre de noyaux à t égale à 0. Mesurant l'activité à l'instant t, je peux déterminer le nombre de noyaux à l'instant t. Vous voyez, c'est très simple. Vous avez un échantillon radioactif. Il suffit de mesurer son activité pour savoir combien de noyaux radioactifs dans l'échantillon. Bien sûr, en faisant la même démonstration que la page précédente, je peux mesurer l'activité cette fois-ci à un multiple entier de t1,5, c'est A0 sur 2 puissance n. Là aussi, c'est très important. Maintenant, pour les unités. Au départ, on utilisait le Curie. Donc, en hommage à Pierre et Marie Curie, d'accord? Et après, on a changé, on utilise le Becquerel. Donc, un Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Et le Curie, ça correspond à 3700 fois 10 puissance 10 désintégrations par seconde. On va voir une autre définition du Curie. Comment a été défini le Curie dans les exercices? C'est, je crois, le radon, c'est l'activité d'un échantillon de, je crois, 1 gramme ou 1 milligramme du radon. On va les traiter comme exercice. Mais il suffit juste de savoir qu'il y a deux unités. Bon, une qu'on utilisait auparavant, c'est le Curie, et sa valeur en désintégration, c'est ce chiffre-là. Et par la suite, on utilise plutôt le Becquerel, et un Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Bon, la constante radioactive, bien sûr, lambda, comme on a dit, il est indépendant des conditions de pression et de température. Voilà pour cette première partie. Donc, prochain cours, bien sûr, ce sera sur les applications de la radioactivité qui sont très importantes. Il y a la datation, on va voir toutes les méthodes de datation, carbone 14 et autres. On va voir la fusion, c'est quoi l'intérêt de la fusion, comparer l'énergie qu'on obtient par la fusion et par le pétrole, et également la fission nucléaire. Voilà, à bientôt. Essayez de partager la vidéo un maximum avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous signale que il existe une vidéo sur la chaîne où j'ai traité tous les anciens examens depuis 2010 jusqu'à 2020 sur le nucléaire de l'option PC. Et très prochainement, vous aurez une vidéo analogue où je traiterai tous les sujets du nucléaire qui ont été proposés à l'option Sciences Maths durant la dernière décennie, c'est-à-dire depuis 2010 jusqu'à 2020. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour d'autres contributions. Bien sûr, j'attends vos remarques, ils sont toujours les bienvenus.